La bataille de Nigashima continue et Oda prend le temps dans ce chapitre de nous montrer certains Mugiwara. Dans une narration assez similaire à celle des précédents arcs, l'auteur continue de montrer chaque personnage à travers des petites scénettes en passant de l'un à l'autre sans transition. Mais si la recette reste la même, ce chapitre a un bien meilleur goût grâce au fait que nous sommes arrivés à un développement de certains personnages qui font face à une énorme difficulté dans leur situation. De plus, le rythme est bien meilleur que celui des précédents, beaucoup plus facile à lire et l'humour est extrêmement bien dosé. Les choses commencent petit à petit à se corser pour certains Mugiwara qui montrent leur faiblesse dans une situation qui ne les avantage bien évidemment pas. Mais c'est là que nous connaissons l'équipage des chapeaux de paille pour se surpasser et nous pondre les moments anthologiques du manga. Ainsi, je suis persuadé que la suite de leurs actions leur fera honneur, contrairement à ce que j'ai pu lire rapidement depuis les spoilers. Bienvenue pour la review du chapitre 995, mais avant de continuer, comme à notre habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. De plus, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, l'abonnement est gratuit et te permet de participer à notre aventure et ainsi de voir quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, bon visionnage. Le chapitre porte le nom de la promesse de la Kunoichi et fait référence à la fin du chapitre sur lequel nous viendrons bien évidemment apporter notre petite analyse par la suite. La page de couverture est une requête donc on peut la sauter. Nous avons enfin terminé les aventures de Beijei avec le chapitre 994. Donc il faudra attendre quelques chapitres avant le retour d'une mini-aventure. Et ce chapitre commence très fort avec la situation à l'extérieur de la scène, là où a été expulsé Big Mom par Jinbei et Robin, et où elle a discuté avec Marco. Hélas, comme nous avions pu le voir, les négociations n'avaient pas abouti, et donc les hostilités ont commencé entre l'ancien second de l'équipage de Barbe Blanche et la Yonko. Oda utilise Marco pour remettre en avant Big Mom, à travers premièrement les paroles de ce dernier, puisqu'il dit que contrairement aux Mugiwara, il sait très bien à quel point elle est dangereuse, et c'est un fait, les Mugiwara n'ont absolument pas peur de Big Mom pour la majorité des membres de l'équipage, car ils sont téméraires bien évidemment, puisque Big Mom reste un danger d'un niveau énorme pour eux. Et Oda répond à une question autour du fruit du démon de Marco, que les lecteurs se posent depuis Marineford. Est-ce que les flammes bleues de Marco peuvent être utilisées à vocation offensive? En tout cas, Marco dit qu'elles sont particulières et permettent de brûler Prométhée, un exploit puisque Prométhée est une boule de feu et si Brook était le premier capable de le blesser durant l'arc Whole Cake Island, grâce à son lien avec les âmes, ici Marco a un avantage lié à ces flammes, capable potentiellement de consommer les flammes normales, sauf si tout simplement les flammes de Marco peuvent être utilisées offensivement, et les flammes bleues sont plus chaudes que les flammes rouges, et explique alors comment Prométhée a été brûlé et donc blessé par l'attaque de Marco. Mais cela ne sera bien évidemment pas suffisant pour repousser l'impératrice, et elle attrape Marco par le col, elle demande alors à Perospero de le terminer. Et là, on est en droit de se demander pourquoi Big Mom veut que Perospero le termine plutôt qu'elle-même, et c'est là qu'on peut mettre en avant plusieurs possibilités. La première et la plus probable, c'est parce que Big Mom connaît les capacités régénératrices de Marco et voulait donc que Perospero le blesse de manière à le mettre hors de course le plus rapidement possible. La seconde est que nous avons pu voir Zeus et Prométhée KO et qu'il reste donc que Napoléon à Big Mom parmi ces trois armes. On sait que physiquement, Big Mom a une puissance hors du commun, mais cela est inutile contre le pouvoir de Marco et il faut le blesser d'une autre manière. Si elle prend le risque de perdre Napoléon, ce n'est pas un problème pour combattre un Marco, mais ça peut être un problème pour la suite de l'arc, sur lequel je reviendrai plus tard. Elle voulait donc que Perospero le tue avec une fléchette enrobée de haki qui permettrait d'infliger de vrais dégâts conséquents. D'ailleurs, en parlant des homies de Big Mom, il est important de souligner le fait que Zeus était déjà KO grâce à l'attaque de Brook dans la dernière page du chapitre 988. Cela permet de maintenir la continuité des événements, mais aussi de montrer que chaque action a son intérêt et que Oda n'a pas montré Brook couper Zeus juste pour faire joli. D'ailleurs, on peut le prouver puisque Big Mom est étonné de voir Marco blesser Prométhée et donc que c'est le premier homies que Marco blesse étant donné que c'est à ce moment-là que Marco vante la particularité de ses flammes. Marco échappe de très peu à la mort grâce à l'attaque de Carrot et Wanda en forme Sulong sur Perospero qui était prêt à tuer Marco. En effet, Perospero est déçu du fait qu'ils n'ont pas trouvé d'accord et est donc désolé envers Marco du fait qu'il se retrouve comme ennemi à nouveau. Un sentiment bien évidemment faux au vu de sa parole et de son sourire puisqu'il dit qu'il y a bien longtemps qu'il veut le tuer. Ainsi, on apprend que Perospero a une rancune personnelle envers Marco, sûrement à l'époque où Barbe Blanche régnait sur les mers comme l'homme le plus fort du monde. Les deux femmes Minx sont là pour venger Pedro, qui, sans la présence de Perospero, n'aurait jamais eu le besoin de se sacrifier. Big Mom, qui a donc perdu deux de ses homies, quitte la place à une vitesse hallucinante à tel point que Marco ne réagit même pas. Mais Big Mom explique qu'elle n'a rien pour se battre contre lui et nous revenons à ce que je disais plus tôt. Le fait que Big Mom a perdu déjà deux de ses homies et qu'il ne lui reste donc plus que Napoléon qu'elle veut garder pour plus tard pour se battre contre quelqu'un bien plus fort que Marco. Mais je reviendrai sur cette idée dans une prochaine vidéo. En tout cas, Marco est loin d'être la priorité de Big Mom. En effet, si elle est ici, c'est très certainement pour le Road Poneglyph et se venger des Mugiwara. Ainsi, elle abandonne l'idée de se battre et de perdre son temps et des ressources dans un combat inutile et anodin. Car en effet, même si Big Mom est bien supérieur à Marco, cela n'empêchera pas Marco de déranger l'impératrice, surtout grâce à sa capacité régénératrice et au fait qu'il peut blesser les homies. Ce qui m'étonne par contre dans ces derniers chapitres, c'est l'absence totale de haki de l'observation
l'équation, tout le monde se fait surprendre, que ce soit Big Mom, Kaido, Perospero, etc. À croire que trop d'éléments empêchent la possibilité de bien se concentrer, même si moi je pense personnellement que c'est surtout la trop haute confiance en soi du camp des Yonko qui les pousse à ne pas être sur leur garde et donc se font surprendre à maintes reprises. Carrot et Wanda restent alors pour se battre contre Perospero et disent à Marco qu'il peut y aller. Rien n'indique pour l'instant qu'elle lui dise de suivre Big Mom. Et Marco entend les victimes de la balle épidémique de Queen s'approcher de lui. Médecin lui aussi, il pourrait avec Chopper confectionner l'antidote le plus rapidement possible. On est de retour à l'intérieur du dôme, dans la scène de concert, dans la page suivante, avec Zoro et Drake qui continuent à poursuivre un Apu bien plus fort qu'attendu, puisqu'il arrive à bloquer les attaques simultanées de Zoro et du Supernova avec son acquis de l'armement, et c'est Tonfa même si ce dernier recule sous le choc des deux attaques. Alors qu'il continue à éviter les meutes des victimes de la balle épidémique du démon du froid. Chose intéressante, c'est la parole de Zoro, il dit qu'il est là pour se battre aux côtés de Kinemon et non de Luffy, preuve de l'importance qu'accordent les Mugiwara au four rouge et surtout à Kinemon en particulier. Je pense que Zoro dit ça vraiment comme si Kinemon était un Mugiwara, en tout cas il le considère comme un Nakama et ce qui est très intéressant, c'est que Zoro continue d'affirmer vouloir se battre contre Kaido et que Kinemon est le premier four rouge à entrer dans l'équation Supernova contre l'empereur, chose que j'avais avancée dans ma théorie des futurs combats de Nigashima. Queen fait une remarque intéressante en regardant à son aise Apu se faire attaquer et en disant que le mieux est de battre le plus rapidement possible les numéros 2 et 3 de l'équipage des Mugiwara pour calmer les ardeurs de la rébellion. Oda montre ici que Sanji est toujours considéré comme le numéro 3 de l'équipage et Zoro reste bien évidemment le numéro 2. Mais la remarque autour de Sanji est très intéressante puisque Queen dit que ce n'est pas rien d'être le fils de Judge. Il vante d'un côté les capacités scientifiques des Vinsmoke, mais il doit aussi surtout connaître personnellement le père de Sanji et Queen étant un scientifique, il est donc possible qu'ils aient déjà travaillé ensemble. En tout cas, Queen connaît Judge, que ce soit à travers sa renommée à North Blue ou personnellement, et cela peut servir de teaser de la part de Oda pour le fameux Sanji Queen, et si beaucoup sont contre cette idée encore aujourd'hui, je tiens à préciser que oui, Sanji aura énormément de difficultés au début du combat, mais comme ce fut le cas dans la majorité des fois où un Mugiwara a dû se battre contre quelqu'un de bien plus fort et réputé que lui, mais Sanji pourra donc se surpasser et le vaincre. Brook est invulnérable et ne peut être atteint du virus grâce à sa particularité physique et j'ai beaucoup ri en lisant cette page. L'humour du Brook est pour moi le plus efficace, surtout quand, comme ici, il est non seulement efficace, mais il est pas forcé pour autant puisque cela découle d'une discussion sérieuse et que Brook est totalement choqué d'apprendre qu'il en est invulnérable. Ainsi, le fait que ce n'est pas un humour voulu rend la scène encore plus marrante, comme si sa condition physique était nouvelle. Mais le rire ne reste pas longtemps puisque Chopper est atteint du virus, permettant d'ajouter la pression du temps pour les Mugiwara. Zoro passera très certainement aux choses sérieuses, lui qui voulait économiser ses forces quand il apprendra que Chopper est en danger. On termine le chapitre avec le plus intéressant de ce dernier, c'est la situation de Usopp et Nami qui ne font pas le poids face à Ulti et Page One et continuent à fuir alors que Usopp essaye de les ralentir. Mais cela ne fonctionne pas et Usopp se prend un deuxième coup de boule qui lui brise le crâne, un développement de la situation de Usopp qui me fait extrêmement penser à celui contre Mr. Four et Miss Merry Christmas à Alabasta. Les mêmes thèmes reviennent d'ailleurs puisqu'on a deux duos qui s'affrontent, une supériorité large pour le camp ennemi et la question de devenir roi des pirates pour Luffy qui faisait rire Miss Merry Christmas mais qui énerve plutôt Ulti ici. Les deux Mugiwara sont en tout cas salement amochés pour leur début du combat et Nami capitule même, chose que Ulti veut bien accepter si Nami accepte de dire que Luffy ne deviendra pas roi des pirates. Mais Nami est incapable de dire ces paroles même si elle a conscience du risque de mourir si elle se prend à nouveau une attaque de Ulti. Là où je suis surpris de Usopp qui disait lui-même qu'on ne pouvait pas se moquer du rêve de son capitaine à Alabasta et ici qui pense que Nami doit mentir. En tout cas, Nami fait preuve de grandeur et de témérité qu'on lui attribue rarement et c'est plaisant de voir ces Mugiwara en particulier dans une situation complexe, en espérant qu'ils arrivent à se surpasser et à se servir à plus que ça uniquement, puisque je suis le premier à le dire, mais si certains Mugiwara n'ont plus qu'un rôle de support, il s'agira d'une régression dans leur intérêt et traitement, chose que je ne vois pas Oda faire personnellement. En tout cas, j'ai confiance en l'auteur. Le chapitre se termine sur l'arrivée de la Kunoichi, la plus téméraire et incroyable à son plus jeune âge. Il s'agit de Tama qui sauve Nami de Ulti. On peut voir que Nami et Usopp sont tous les deux éveillés à la fin du chapitre et donc pourront continuer à combattre, car bien évidemment, ce n'est pas Tama qui va combattre de Tobiropo. Le rôle de Tama sera de donner des dango aux gifters et de retourner le nombre des ennemis à leur avantage, alors que Usopp et Nami auront le déclic de se battre enfin sérieusement et non juste de fuir et d'avoir peur, car nous les connaissons, s'ils font partie de ceux qui ont le plus peur de l'affrontement, ils restent malgré tout des Mugiwara et quand ils ont la motivation, ils ne reculent devant rien. Un très bon chapitre dans sa fluidité, son rythme et son contenu, bien meilleur que les précédents selon moi, donc j'ai bien apprécié la lecture de ce dernier et je voulais vous en faire une review. Et toi, qu'en as-tu pensé? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et faire partie de l'aventure en t'abonnant et en activant la cloche. Un grand merci aux plus de 18 000 Nakama qui participent à cette dernière. C'était Yams, Elpsai, Konguru.